raconte. Christophe Ondelatte. Voici une affaire criminelle qui a pour théâtre le Pays Basque et les Landes. Je connais bien le décor, c'est de là que je viens. Un crime sordide commis en 1989 dans un train entre Biarritz et Bordeaux. Cette histoire, je la tire du livre de l'avocat Thierry Sacardoito aux éditions Sud-Ouest, Affaires classées en Béarn et Pays Basque. Et c'est avec lui, bien sûr, que nous la débrieferons. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien. Réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelatte. Biarritz-la-Négresse, 2 minutes d'arrêt. Biarritz-la-Négresse, 2 minutes d'arrêt. Eh oui, la gare de Biarritz se trouve dans un quartier qui s'appelle La Négresse. Je connais bien, hein. J'y ai passé les 2 premières années de ma vie, et j'y ai été baptisé. Autant vous dire qu'aujourd'hui, le nom fait débat. Bref, c'est pas le sujet. Nous sommes le jeudi 13 avril 1989. Il est 9h du matin, et Jeanne, une jolie brune de 25 ans, s'apprête à prendre le train pour Paris. Elle vient de passer une semaine chez ses parents, et elle va à Paris pour rejoindre ensuite son amoureux à Rouen. Le train express 10 126 à destination de Paris-Austerlitz va partir. Attention à la fermeture des portes. Attention au départ. La voilà installée, voiture numéro 68, siège numéro 35. Prochain arrêt, Bayonne. Très jolie ville, hein. Bien plus que Biarritz, à mon avis. Mais c'est toujours pas le sujet. Il y a peu de monde ce matin dans la voiture 68. Pas plus de 6 personnes, âgées pour la plupart, assises çà et là dans la rame. Le train vient de passer Bayonne. Il poursuit sa route vers la capitale. Prochain arrêt, Dax, dans les Landes. Les autres passagers ont-ils vu Jeanne se lever pour aller aux toilettes ? Pas sûr. En revanche, personne ne s'inquiète de ne pas la voir revenir. À 11h précises, le chef de gare de Dax appelle la gendarmerie. Oui, c'est un cheminot. Il vient de me signaler une forme humaine au point kilométrique 137, sur la commune de Buglose. Les gendarmes arrivent sur place 15 minutes plus tard sous une pluie battante. Je sais, il pleut tout le temps dans ce coin, ça fait son charme. Mais ça n'est toujours pas le sujet. Et les gendarmes découvrent donc un corps, une femme. Son visage est méconnaissable. Et les restes de son cadavre s'étalent sur une bonne centaine de mètres. Et t'as regardé dans la salopette s'il y a des papiers ? Non. Non, il n'y a qu'un ticket de caisse. Une supérette de Rouen. Rien d'autre. Un suicide. Ou peut-être quelqu'un qui est tombé du train par accident. Et forcément du train express 10 126 pour Paris, puisqu'aucun train n'est passé depuis. 2 heures plus tard, un cheminot signale qu'en gare de la Luc, à 5 km en aval, il a découvert une chaussure noire, genre ballerine, et un sac à main en forme de besace. Alors dans le sac, il y a un chéquier au nom de Jeanne Agosta, habitant rue Charles Besselière à Rouen, ainsi que son billet de train. Il a été composté ce matin en gare de Biarritz. Et elle voyageait a priori à bord de la voiture 68. C'est très étrange, ça. Si elle est tombée du train à hauteur de Buglose, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé ses affaires 5 km plus loin ? Ça, si tu veux mon avis, ça veut dire que on les a jetées plusieurs minutes après qu'elle soit tombée du train. Forcément. Le procureur de la République de Dax ordonne d'intercepter le train quand il arrive en gare de Saint-Pierre-des-Corps, la gare de Tours. Madame, monsieur, je vous informe que
que sur ordre des autorités, notre train est arrêté jusqu'à nouvel ordre en gare de Saint-Pierre-des-Corps. Et voilà les gendarmes au pied de la voiture numéro 68. Il y a des traces de sang sur la tôle extérieure du wagon, et sur la porte avant droite, et sur celle des toilettes. Dans le wagon, ils vont tout droit jusqu'au siège numéro 35. Dans le filet juste au-dessus de la banquette, il y a 2 sacs de voyage. Mesdames et messieurs, un instant d'attention, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu à cette place une jeune femme brune, vêtue d'un pull abricot et d'une salopette noire? Oui? Oui, moi je l'ai vue. Hein. Elle est allée aux toilettes, juste après Dax. Et depuis, on l'a pas revue. Hein. Vu les traces de sang dans les toilettes, on peut penser que c'est là qu'elle a été agressée. Et qu'ensuite on l'a jetée sur le ballast. Les gendarmes commencent par relever le nom de tous les passagers et des employés de la SNCF qui étaient à bord du train entre Dax et Bordeaux. Moi, je suis monté en gare d'Hendaye et je l'ai vue se lever de son siège juste après Dax. Je me souviens qu'elle a demandé où étaient les toilettes à un serveur ambulant, vous savez, un gars avec une veste blanche, et il lui a montré où c'était. Un autre passager monté à Bayonne a vu cette jeune femme parler avec le serveur. Elle a échangé quelques mots avec lui. Il lui a répondu avec le sourire. Voilà tout. Faites un effort, monsieur. Vous vous souvenez d'un détail? À quoi ressemblait-il, ce jeune homme? Ben, la vingtaine, les traits fins, des cheveux clairs et un fin collier de barbe. Moi, j'ai remarqué qu'il a changé de comportement, ce garçon, après Dax. Au début, il était jovial, mais après Dax, je sais pas, il avait l'air plus soucieux. Je dirais tracassé, vous voyez. Selon l'autopsie, Jeanne a été frappée à plusieurs reprises. Et elle a été violée et jetée vivante du train, alors qu'il roulait à environ 160 km/h. À partir de là, le jeune serveur ambulant devient le suspect numéro 1. Selon la SNCF, il habite à Lieusaint, en Seine-et-Marne. Il est donc invité à se présenter à la gendarmerie de son domicile. Il a l'air décontracté. Bien, monsieur, votre nom? Delaec. Ça s'écrit 2 L-A-E-K. D'accord, prénom? Nicolas. Date de naissance? 3 mars 1968 à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Il se dit étudiant en 2e année de médecine. Il habite chez sa maman. Et il arrondit ses fins de mois comme vendeur ambulant dans les trains. Bien, monsieur, vous allez regarder cette photo. Est-ce que le visage de cette jeune femme vous dit quelque chose? Oui. Je me souviens, elle m'a demandé où étaient les WC dans le train. Mais c'est tout. Autre chose? Oui. Je me souviens que la porte du wagon 68 était ouverte. Je l'ai juste refermée, quoi, c'est tout. Les gendarmes perquisitionnent son domicile. Hé! Viens voir dans la salle de bain. Dans le panier à linge, un gendarme vient de tomber sur un slip et sur une chemise maculée de sang. Alors, nouvelle interrogatoire et nouvelle version. En fait, cette fille, elle m'a fait un sourire. Moi, j'ai pris ça pour une invitation. Alors, je l'ai suivie jusqu'au WC. On a eu une relation sexuelle rapide, hein. Et après, elle a menacé de me dénoncer. Alors, on a commencé à se battre. J'ai eu peur et je l'ai jeté par-dessus bord. Il est présenté au juge d'instruction de Dax, qui le place en détention provisoire à la prison de Bayonne, la Villa Chagrin, comme on l'appelle. Drôle de nom, mais c'est toujours pas le sujet.
Un expert psychologue le rencontre en prison. C'est un étudiant brillant, immature et narcissique. S'il regrette son geste, c'est peut-être davantage pour lui que pour sa victime. L'expert psychiatre, lui, dit qu'il ne souffre d'aucune pathologie mentale. Il est pleinement responsable de ses actes. Nicolas Delaecq finit par dire qu'il a repéré Jeanne une première fois quand il est passé avec son chariot. Il dit qu'il l'a ensuite suivi jusqu'aux toilettes. Elle venait de fermer la porte. Alors je l'ai ouverte avec ma clé de service. Et là, elle s'est mise à crier, alors je l'ai frappée. Et après, je l'ai violée. Rien pouvait m'arrêter, rien. Mais je l'ai pas tuée. L'enquête démontre qu'il a pourtant ouvert la porte extérieure qui donne sur la voie. En fait, elle a pris peur. Comme la porte était ouverte, elle a pris peur et c'est pour ça qu'elle est tombée. C'est un accident. Un accident, le juge n'arrive pas à le croire. Et puis comment se fait-il que personne dans le train n'ait rien entendu, y compris pendant les 14 minutes que le train a passé à Dax? Est-ce qu'il l'a bâillonnée? Ou est-ce qu'elle était déjà inconsciente? Tout laisse penser qu'il l'a gardée inconsciente dans les toilettes pendant toute la durée de l'arrêt à Dax, et qu'il s'en est débarrassé 4 kilomètres plus loin en la jetant vivante sur le ballast. Le procès s'ouvre en juin 1991 à Mont-de-Marsan. Interrogé par le président, il bafouille, incapable d'expliquer son passage à l'acte. Mais il n'a pas l'air d'un déséquilibré ou d'un maniaque. Au contraire. Les parents de Jeanne sont là, au premier rang. La vie ne les a pas gâtés. En 1960, ils ont perdu leur fille aînée âgée de 3 ans dans le terrible tremblement de terre d'Agadir, au Maroc. L'avocat général se lève pour ses réquisitions. Il a jeté Jeanne du train comme on se débarrasse d'une canette de bière après l'avoir consommée. Dix ans plus tôt, il risquait la guillotine. Elle demande la perpétuité. Et malgré l'appel désespéré à l'indulgence de son avocat, c'est la peine à laquelle il est condamné. Et pour la première fois depuis son arrestation, il vient de réaliser l'immensité du désastre. J'ai tiré cette histoire du livre de l'avocat Thierry Sagardoito aux éditions Sud-Ouest, Affaires classées en Béarn et Pays Basque. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans Maître Sagardoito, ce meurtre donc commis en 1989 dans le train entre Biarritz et Bordeaux, cette jeune femme de 25 ans, Jeanne, violée, frappée dans les toilettes du train et jetée vivante sur la voie ferrée. Assassinat commis par un vendeur ambulant qui travaillait dans le train, qui s'appelait Nicolas Delaecq et qui a été condamné à perpétuité. Comment, Thierry, est-ce que vous tombez sur cette histoire glaçante? Parce que il faut quand même que j'explique qu'outre le fait que vous êtes avocat à Pau, vous êtes aussi un peu un collègue puisque vous racontez des histoires criminelles sur France Bleu Pays Basque. Comment est-ce que vous les trouvez, ces histoires? Je fais appel à ma mémoire, je fais appel aux archives de presse, de la justice, de la Bibliothèque nationale de France, et puis parce que, comme vous, j'ai la curiosité de surprendre un peu tout le monde, j'ai visité les époques, les siècles parfois, pour remonter très très loin à la recherche de faits divers qui, en leur temps, ont défrayé la chronique et surtout souvent ont laissé une empreinte traumatique dans le territoire dans lequel ils se sont produits. Mais pour les affaires récentes, Thierry Sagardoito, vous êtes un peu coincé,
puisque les archives départementales ne sont pas ouvertes pour les affaires criminelles avant 70 ans, je crois. Est-ce que par hasard, vous vous faites filer les dossiers par vos confrères ? Je connais des magistrats, je connais des greffiers, je connais des avocats. D'accord. Moi-même, j'ai aussi beaucoup plaidé dans des affaires criminelles et donc forcément, j'ai un fonds documentaire important qui aujourd'hui, évidemment, me permet de revisiter un certain nombre de dossiers. Vous savez, comme vous, je ne cite pas mes sources. Les affaires criminelles que vous racontez, est-ce qu'il y en a dans lesquelles vous avez été impliqué en tant qu'avocat ? Ça m'arrive, mais dans ce cas, je ne me mets pas en scène dans le récit, je m'en extrais dans le livre. Il y a 2 affaires que j'ai plaidées, mais vous n'en savez rien. Je crois qu'il est important de dissocier la démarche. Oui. Vous savez, comme moi, que beaucoup de confrères, de magistrats ont écrit ou écrivent des livres dans lesquels ils racontent leurs histoires. Moi, j'ai voulu un angle différent. J'ai, comme beaucoup de journalistes qui ont hésité à devenir avocat, eh bien moi, avant de devenir avocat, hésité à devenir journaliste. Et ça, il y a bien longtemps. Oui. Et forcément, un jour, l'envie de refaire de la radio et surtout d'écrire ne m'ayant pas quitté, je suis revenu dans le bain et j'ai forcément franchi ce passage. Et j'ai donc voulu suivre la méthode du journaliste, celle qui est la vôtre et qui fait à la fois votre crédibilité et votre succès, c'est-à-dire se rapprocher au plus près du fait divers, ne pas le commenter, le décortiquer, permettre à chacun de comprendre la mécanique de l'enquête, d'en saisir toutes les subtilités, toutes les complexités, et une fois que l'enquête a identifié un ou plusieurs suspects, d'emmener le lecteur ou l'auditeur au palais de justice, comme s'il était finalement un observateur. En lisant ce livre, vous serez à la fois enquêteur, vous serez à la fois magistrat et vous serez journaliste, parce que finalement, vous allez faire, mais certainement pas avocat. Pour une fois, je laisse la robe au placard et je me contente non pas de plaider, mais d'essayer de tendre vers cette objectivité qui est la vôtre. Alors, cette histoire d'assassinat commis dans ce train en 1989, l'objectif de Nicolas Delaecq, c'est le viol. Le meurtre, finalement, est utilitaire. C'est-à-dire qu'il la jette par la porte du train pour pas qu'elle la dénonce. C'est probablement cela. Il est très probable que ce crime ait été improvisé sous l'instant d'une pulsion, sous l'instinct aussi d'une pulsion. C'est-à-dire qu'en réalité, Jeanne Agosta ne connaissait pas ce jeune serveur, dont il n'est pas démontré d'ailleurs qu'il ait eu à lui servir un café ou une quoi que ce boisson. soit. Je pense que c'est dans l'échange d'un coup d'œil, ou peut-être tout simplement dans l'instant de réflexion qui lui a été propre, qu'il a décidé de la suivre, de l'enfermer et de la violer. Dans cette affaire, il y a quelque chose, j'allais dire, d'extraordinaire dans le sens étymologique, c'est que ce jeune homme est un étudiant en médecine brillant, il a sans doute un avenir très prometteur dans la carrière qu'il poursuit, et pour arrondir ses fins de mois, il est employé le week-end ou les vacances à la SNCF. Il met un peu de beurre dans les épinards de la sorte. Et dans l'espace de quelques secondes, de quelques minutes, il commet un crime épouvantable, le viol de cette jeune femme qu'il ne connaît pas. Il va ensuite franchir le Rubicon extrême en la propulsant dans le vide, en la jetant et en refermant la porte. Et à compter de cet instant, il va faire en sorte de donner le change aux passagers et de ne surtout pas permettre son identification. Comment cet homme sans histoire a-t-il basculé dans le crime ? C'est tout le mystère du crime que vous décortiquez à longueur d'émission. Oui. Comment bascule-t-on en un instant, en quelques secondes, d'une vie normale, sans histoire brillante, prometteuse, vers l'extrême ? Alors, je suis quand même surpris de la qualification d'assassinat, je suppose que vous aussi, parce que, ou alors on n'a pas raconté la bonne histoire, mais la préméditation n'est absolument pas certaine. Je pense qu'en réalité, les jurés ont su faire le distinguo et repérer qu'il n'y avait pas d'intention préexistante. De toute façon, le meurtre suivi d'un viol ou le viol suivi d'un meurtre est passible en droit français de la perpétuité. J'allais dire, c'est une question de sémantique. Au final, l'avocat général, qui requiert en 91, fait d'ailleurs le rappel de la peine de mort abolie 10 ans plus tôt en disant « Attention, si vous aviez comparu en d'autres temps, je l'aurais probablement requise ». C'est dire que 10 ans après, on n'en avait pas terminé avec le spectre de la guillotine. Merci pour ce débrief et merci pour ce livre, Maître Thierry Sagardoito, Affaires classées en Béarn et Pays Basque, que vous retrouverez aux éditions Sud-Ouest.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.